C'est un plaisir de venir partager avec vous ces quelques réflexions sur l'alchimie du couple, donc sur ce thème de l'amour qui est extrêmement vaste et dont Victor Hugo nous a donné un petit échantillon. En fait, l'idée de ce soir, c'est reprendre une pensée qui dit que l'amour est un talent à cultiver et pas simplement une émotion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est dans cette perspective qu'on va parler de la possibilité de développer l'alchimie du couple. Donc quelque chose qui ne sera pas géré d'une manière, entre guillemets, seulement spontanée, en fonction des élans, des impulsions, des passions, des désirs, mais qui va se construire à travers un travail assez subtil, complexe, avec des hauts et des bas, avec des épreuves et des transmutations, comme nous le dit le langage alchimique. Peut-être vous avez entendu parler de l'alchimie. L'alchimie est une vieille science traditionnelle qui souhaitait nous amener à transmuter les plans des passions et de l'ignorance dans l'or de la sagesse et de l'illumination et de l'unification de l'être. Donc en fait, certains pensaient que l'alchimiste s'est penché, disons, sur ces alambics simplement pour une soif de richesse matérielle, mais l'essence profonde de l'alchimie allait beaucoup plus loin, puisqu'il y a une alchimie, dirons-nous, psychologique et spirituelle, qui est associée au travail que chaque être humain va être amené à réaliser pour passer, en quelque sorte, de l'ignorance à la sagesse. Ce qu'au fond devrait être la finalité de chaque être humain. Alors pourquoi cet être humain a-t-il besoin de l'autre pour pouvoir accomplir ce travail ? Certains vous diraient effectivement il peut y avoir des sages qui arrivent tout seuls au sommet de leur montagne, ce qui est vrai, mais reconnaissons qu'une des caractéristiques de l'être humain est d'être toujours en relation avec l'autre. Nous sommes toujours des êtres de relation. Ça s'étudie aussi très bien dans l'astrologie, mais c'est un autre sujet. Et le premier exemple que je donne, qui est très simple, c'est que, est-ce que vous voyez votre visage maintenant ? Sauf si vous avez un miroir extrêmement subtil ou un selfie cosmique accroché devant vous. Regardez, c'est intéressant. Personne ne voit son visage. Alors qui voit notre visage ? Celui qui est en face. C'est l'autre qui nous voit. Et nous, nous voyons l'autre. Et à partir d'un certain nombre de signes qu'il nous envoie, il est gentil, il n'est pas gentil, il nous fait la gueule, il ne fait pas la gueule, enfin, on interprète d'une manière subjective ou on agit d'une façon mimétique. Je ne sais pas si vous avez vu. On vous fait la gueule, vous faites la gueule. On vous sourit, on sourit. C'est curieux cette histoire, c'est un peu comme ça. Et donc cet autre que l'on voit déjà à l'extérieur, ou pour nous voir nous-mêmes, eh bien, on fabrique, on invente un miroir, nous rappelle qu'effectivement, nous sommes des êtres qui ont besoin de l'autre pour pouvoir retrouver une sorte d'unité ou de complétude. Dans les petits livres sur l'alchimie, je travaille sur 3 niveaux. L'expérience de ce couple sur le plan biologique, sur le plan psychologique et sur le plan mythique. Et en fait, si nous reprenons cette idée du plan mythique avec un des textes les plus célèbres, qui est les banquets de Platon, il nous explique dans ces banquets, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'au commencement, l'être humain était un androgyne et un être un peu sphérique, une sorte de totalité qui se suffisait à lui-même. Mais comme les humains ont fait des bêtises depuis le début, vous voyez, ce n'est pas nouveau, ce célèbre Ibris, il se sentait même plus fort et supérieur aux dieux. Zeus, qui veillait un peu à l'ordre des choses, disait « Ah non, ça ne va pas ». Donc, il va, avec sa foudre, couper cet être humain fier de lui-même, orgueilleux et rempli, en fait, plus de son orgueil que de sa sagesse. Et il l'a coupé en 2. Et depuis, chacune de ces moitiés cherche l'autre. Et très gentiment, au lieu de laisser vers l'extérieur, imaginez cette figure qu'on coupe, les bras qui vont vers l'extérieur, il va retourner tout ça. Et donc, ces 2 êtres vont essayer de se joindre, de recréer cette unité. Et on nous dira que de là va surgir ce mythe justement de chercher sa moitié, en tout cas une autre partie de nous-mêmes.
on cherche effectivement à se compléter. Ça, c'est exact. Et on verra effectivement qu'il y a plusieurs manières d'interpréter ces processus de développement de notre entièreté, en comprenant que finalement, chaque être humain cherche à se compléter lui-même, et la relation à l'autre va permettre, si cela sévit dans cette notion d'une alchimie et d'un travail dans la durée pour faire émerger le meilleur de lui-même, dans un enrichissement mutuel où chacun gagne sa propre autonomie. Donc on arrive à une relation d'interdépendance et pas une relation de dépendance ou de domination de l'un par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs stades et plusieurs niveaux de relations. Le sujet est très riche, donc dans une conférence, je vais vous donner quelques coups de pinceau, vous voyez, quelques idées de base. Et c'est pour ça qu'en fait, cette année, comme chaque année, j'ai fait des ateliers, un cycle d'ateliers mensuels. Cette année, je me suis dit, bon, voilà, on va simplifier les choses. Je vais les faire sur le thème de l'alchimie du couple. Pour des raisons de calendrier, ma conférence devait être avant, en novembre. Donc, en réalité, j'ai déjà fait le premier atelier, qui était sur l'aspect biologique. Comment fonctionnent l'homme et la femme, puisque parfois on oublie que quand même si apparemment on est tout à fait semblables, on a quelques légères différences. Et ces différences, au lieu d'être un problème, peuvent être une solution, puisque justement, c'est de l'union des différences que l'on va pouvoir créer quelque chose, disons, de plus intéressant. Donc, il y a la dimension biologique, bon, je reparlerai à peine un petit peu, mais nous avons également l'idée que Jung va expliquer très bien sur la dimension psychologique, qu'au fur et à mesure que nous grandissons et nous développons nos caractéristiques sexuelles complémentaires, eh bien, nous allons vers le besoin de passer à une relation de plus en plus subtile. Donc, on va dire qu'il y a, et ça on peut l'associer avec les 3 phases de l'alchimie, un stade de l'amour qu'on va appeler le stade passion. Je vais vous donner un exemple de la mythologie. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un certain Paris, pas de la ville de Paris, mais Paris, qui est tombé amoureux de la plus belle des femmes du monde antique, comme de la Grèce, qui s'appelait Hélène, la belle Hélène. Et justement, ceci va à peine déclencher la guerre des Troies, si vous vous rappelez un petit peu de ça. Donc, en fait, c'est Aphrodite qui va les approcher. Bon, il y a toute une histoire d'un pari, justement, pour savoir laquelle des 3 déesses est la plus belle. Et finalement, Paris choisit Aphrodite et lui confère l'amour de la plus belle des femmes. Et cet amour est vécu comme une passion, disons, absorbante et absolue. Donc on est dans le stade de la passion. Et après, ça va déclencher, comme vous le savez, cette terrible guerre des Troies. Il y a un deuxième stade, on va dire un petit peu dans ce développement de l'amour, qu'on va appeler l'amour-création. Alors là, effectivement, ces 2 êtres qui se retrouvent et se rencontrent vont se rencontrer pour créer une œuvre. Naturellement, sur le plan biologique, de l'union de l'homme et de la femme va naître un enfant. Et voilà. Et dans une clé symbolique, Jung va nous parler de cette union du roi et de la reine, de laquelle surgira un être exceptionnel qui est le soi-même, la partie la plus intime de nous-mêmes. C'est notre nature spirituelle. Mais en tout cas, dans cette notion de création, il y a une notion de partage, de collaboration, d'œuvrer ensemble, qui va nécessiter justement une autre règle très importante de l'alchimie, qui dit que seul ce qui est convenablement séparé peut être convenablement lié. Il y a différents composants dans l'alchimie, comme il y aura différentes composantes dans cet être masculin-féminin. Et si on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne, l'un et l'autre, eh bien, il peut y avoir des confusions. Et donc, c'est tout l'art de combiner ces éléments contraires pour faire jaillir une œuvre ou quelque chose qui dépasse ces dualités et qui en même temps recrée une unité. C'est toujours dans quelque chose d'intéressant au niveau des nombres et au niveau de l'aspect mythologique, puisque pour les anciens, l'univers naît d'une unité primordiale. Au commencement, il y a un tout qui est une unité. Cette unité se dédouble, donc on va trouver dans toutes les traditions d'Orient et d'Occident cette idée d'une polarisation de la nature. Si nous parlons de l'Inde,
l'Inde ancienne va parler du principe de Purusha et Prakriti, la pensée primordiale et la substance primordiale. Et l'union de ces deux éléments donnera naissance à un enfant qui sera l'univers. Et l'univers porte en lui-même une substance et une intelligence. Et vous avez entendu parler de ça. Pour les Grecs, Théos est la grande intelligence, et le cosmos, l'univers, est forcément un être beau et intelligent. Il est beau comme sa maman et intelligent comme son papa. Son papa, c'est Théos, c'est l'intelligence, et sa mère, c'est la substance. Donc, on unit ces deux facteurs, et ça donne, vous voyez, cette dualité, cette séparation, correctement réunie, donne naissance à un troisième, qui redevient un. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués ce soir, vous suivez. Hein? Donc on était 1, 2, 3, et le 3 redevient 1. Ah, c'est intéressant. Dans la philosophie orientale, en Chine, vous avez toute la base, n'est-ce pas, de la notion du yin et du yang. Vous avez entendu parler. Donc on avait ce cercle premier avec un point central, et après effectivement ça va se dédoubler dans une énergie. Et on trouve une belle image, n'est-ce pas, de ce cercle divisé en deux moitiés, une moitié blanche avec un point noir, une moitié noire avec un point blanc. Ça, c'est une photo instantanée. Mais la réalité de la nature et du monde, c'est qu'en permanence, les forces yang tendent vers leur apogée, leur maximum. Dans les cycles de l'année, ça va être les solstices d'été. Les maximums d'énergie rayonnante, lumineuse, vous voyez, la puissance des vies, des rayonnements yang. Et quand on arrive au sommet, ce petit point noir qui était au cœur du blanc va dire « c'est mon tour ». Et à partir du moment où on est arrivé au jour le plus long, n'est-ce pas, solstice d'été, et la nuit la plus courte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va commencer à redescendre. Jusqu'à ce qu'on arrive à son contraire, au solstice d'hiver, où on aura la nuit la plus longue et les jours les plus courts. Et là, c'est le principe yin qui dit « c'est mon heure ». Donc on est entre midi et minuit. Mais l'intérêt, c'est que c'est une fausse victoire. Hein, parce que dès qu'on dit « Alléluia, j'ai gagné hein », on descend du podium. Et on doit céder la place à l'autre. Mais ce qui était merveilleusement expliqué dans toute la richesse et la souplesse, la plasticité, je dirais, de ces philosophies orientales, c'est de comprendre cette merveilleuse harmonie de ces principes complémentaires. Par exemple, il y a un couple primordial en Chine qui s'appelle Nuwa et Fushi. Alors, le principe masculin, qui est associé au ciel, il a une équerre. Et le principe féminin, qui est associé à la terre, a un compas. Quelle figure vous dessinez avec un compas? Un cercle. Mais le cercle est le symbole du ciel. Et quelle figure vous dessinez avec une équerre? Un carré. Et le carré est le symbole de la terre. Donc les principes masculins incarnent les principes terrestres et les principes féminins incarnent les principes célestes. Et ces deux personnages, qui sont des divinités primordiales, ont une partie du corps humaine et en bas, ces deux serpents qui sont entreliés, un peu comme les caducées de Mercure. Pour expliquer que ces forces sont toujours en train d'agir ensemble. Et c'est leur interaction qui permet à la vie d'exister, de se développer, de s'épanouir. Pour cet amour création, je donnerai comme exemple, toujours dans les mythes grecs, eh bien, je ne sais pas si vous savez que la belle Aphrodite avait un amant, bien sûr qui était Arès, avec lequel elle éprouvait la passion extrême de l'union du masculin-féminin, mais elle avait un époux très sérieux qui était le demi-frère d'Arès, qui s'appelait Héphaïstos, enchanté, Héphaïstos, Vulcain. Dans le côté romain, ça s'appelle Vulcain. Et qui était Héphaïstos, Vulcain? C'était le dieu du feu créateur qui transforme la matière et qui crée les œuvres les plus belles. Lui, il était moche, il était laid. Comme il était un peu laid, à sa naissance, on va le pousser de l'Olympe, il tombe, il devient un peu boiteux. Alors on dirait que j'étais amusant sur Héphaïstos, c'est l'unique dieu grec qui travaille, parce qu'il est toujours dans sa forge en train de faire de belles œuvres, et en même temps, justement, qu'il a une espèce de laideur extérieure, il est un peu pas très attirant, c'est pas la beauté apollinienne ou la vigueur de Mars,
il deviendra l'époux d'Aphrodite. Parce qu'il est terriblement inspiré par la beauté. Donc il va transmuter, entre guillemets, la laideur apparente dans la beauté la plus extraordinaire. Il fait les œuvres les plus belles. Je parle les détails, mais lisons la mythologie, vous retrouverez ça. Donc là, nous sommes dans l'idée de cet amour-création qui amène à des œuvres magnifiques. Et le troisième stade, qui serait associé à la partie, disons, supérieure ou plus subtile de l'alchimie, ce qu'on appelle l'œuvre rouge, c'est l'amour-sublimation, dans lequel, effectivement, ces êtres, une fois qu'ils ont éprouvé toute leur transformation, et ils commencent à atteindre la part, disons, la plus subtile d'eux-mêmes. Donc on va dire qu'on est passé du plomb à l'argent, de l'œuvre noire à l'œuvre au blanc, et après on arrive à l'œuvre rouge. Et bien là va apparaître cette notion de l'or. On va produire l'anneau d'or. L'anneau d'or, toujours un anneau, évoque la notion de totalité. Et quel est l'intérêt de l'or? Ce n'est pas simplement la richesse matérielle, comme auraient dit les conquérants espagnols quand ils ont trouvé devant l'or des Incas ou des Aztèques. Non, non, c'est pas ça. L'or a comme caractéristique d'être un métal extrêmement pur, qui brille en toutes circonstances et qui est incorruptible. Je ne sais pas si vous avez vu les tombeaux, quand on découvre les vieux tombeaux, que ce soit Mycène, les tombeaux égyptiens. Qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'au milieu de toute cette poussière et tous ces restes, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, l'usure du temps, eh bien l'or n'a pas subi l'usure du temps. Donc comme les anciens avaient toujours une vision symbolique des choses, ils procédaient par analogie, par correspondance. Donc, de même que cet or est incorruptible, il va évoquer la dimension spirituelle, le soleil, puisque la lumière du soleil va évoquer les cœurs de la sagesse, les cœurs, disons, de ce qui amène au sommet de l'évolution des choses. Donc sagesse, connaissance, lumière, soleil, or, etc. Donc cet amour-sublimation est celui qui va amener chacun de ces êtres à vivre une union où ils arrivent à se compléter chacun d'eux tout en œuvrant dans la même direction. Je trouve comme exemple joli, pour revenir toujours un peu au mythe grec, les cas de Ulysse et Pénélope. Ça vous dit quelque chose, Ulysse, oui? Les pauvres, hein? Il a des sacrées aventures, parce que non seulement il se paye, entre guillemets, toute la guerre de Troie, mais quand il rentre, à cause de quelques bêtises, parce qu'on est toujours quelque part responsable des petites épreuves que le destin nous apporte, il aura pour 10 années de plus. Donc il en a pour 20 ans pour retourner dans sa belle Ithaque, donc l'île dont il était le roi, et dans laquelle résidait son épouse Pénélope, qui va être assaillie par beaucoup de prétendants qui veulent absolument prendre la place d'Ulysse. Mais elle apparaît comme un personnage extraordinaire, puisqu'elle va repousser ces candidats, et vous connaissez l'histoire, parce qu'en fait, tout le mythe qui dit que pour les repousser, elle tisse, n'est-ce pas, un très beau tapis. Elle dit, tant qu'il ne sera pas fini, je n'accepterai pas, disons, le mariage. Mais chaque jour, elle tisse, et chaque nuit, elle détisse. Donc, en fait, c'est comme ça que ce tapis ne finit jamais d'être fait. Et quand Ulysse revient, bon, il sera reconnu que par son vieux chien et un vieux serviteur. Et après, disons, se battre contre les adversaires et passer une épreuve où, avec une flèche, il traverse 12 anneaux de hache. Et c'est lui l'unique qui arrive à tendre son propre arc, parce qu'il était extrêmement puissant. Eh bien, il est reconnu. Et donc là, il va pouvoir s'unir à cette Pénélope, qui va symboliser la partie, disons, la plus subtile de son âme. Donc, il arrivera à retrouver la paix, après être passé par beaucoup d'aventures et des épreuves intéressantes. Alors, cette alchimie, pour qu'elle puisse se réaliser, on va dire qu'elle se produit, il faut œuvrer sur 3 niveaux. C'était un peu ce que j'explique. J'explique un peu dans les détails, c'est les détails du contenu de mes ateliers. Le premier niveau est le niveau biologique. Qu'on le veuille ou non,
on est manifesté dans des corps masculins ou féminins. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de controverses sur la question, mais globalement, il y a certaines différences biologiques claires entre les corps masculins et féminins, liées avec les hormones, liées avec la manière de gérer le stress. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il est certain qu'il y a une intéressante complémentarité déjà sur le plan biologique. Il faut savoir comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, pour la gestion du stress, une chose qu'on nous explique, c'est que l'homme, comme il travaille davantage avec la testostérone qui va l'aider justement à gérer son stress, est dans une logique d'un cycle d'action-repos. Il agit, il doit affronter les difficultés, sentir quand il est fort, qu'il est compétitif, et qu'il a fini son action et son travail, il doit se reposer. C'est l'histoire donc de... Il arrive, il a besoin d'être en silence, de rentrer dans sa grotte, comme disait quelqu'un, et ne plus parler, et être dans cet étrange endroit qu'on appelle le rien, ne penser à rien. Ce qui, évidemment, du côté féminin, apparaît comme fort étonnant comme phénomène, puisque la femme va gérer le stress de manière tout à fait différente, puisqu'elle travaille avec l'ocytocine, donc elle est dans un cycle don et réception. Donc elle donne, elle aide, elle sert, et après elle doit recharger ses batteries. Et la manière de recharger les batteries de ce monde féminin passe par le fait justement de parler, d'échanger avec des copines, d'expliquer tout ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'on a étudié beaucoup les cas, et que dans la journée, la femme peut dire 40 000 mots, et l'homme dira maximum 10 000. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a un écart fort considérable entre un certain, entre guillemets, bavardage féminin, sans vouloir vexer personne, et un certain silence masculin. Et il y a quelques histoires un peu caricaturales, mais assez justes de ça, dans lesquelles, effectivement, c'est l'image de cet homme qui arrive, il allume la télé, il fait comme ça, et la femme lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu vois rien ?» « Oui, effectivement, je vois rien. » Ou qu'il part à la pêche. C'est formidable, la pêche pour les garçons. Wow. Là, ils ne pensent à rien. Ils sont dans une sorte d'état zen, de grand vide. Alors on explique qu'effectivement que c'est la différence entre les cerveaux masculins et féminins, puisque les garçons, ils ont dans leur boîte mentale des tas de petites boîtes. Il y a une boîte pour le boulot, une boîte pour la famille, une boîte pour la belle-mère, tout à fait en bas, une boîte pour les enfants, et chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, ils ouvrent délicatement la boîte pour qu'elle ne touche pas les autres boîtes. Ils s'occupent de ce qui est dans cette boîte. Et après, ils la ferment. D'accord? Par contre, le cerveau féminin, il y a beaucoup plus de connexions. Donc tout est connecté avec tout. Les enfants avec la mère avec le travail avec le... Ça fuse de tous les côtés. Et les garçons, ils ont en plus, dans cette boîte, parmi ces boîtes, la boîte de rien. Il n'y a rien. Et ils adorent rentrer dans cette boîte. Et c'est quand la fille vient et demande au garçon « À quoi tu penses ?» Et le gars dit « À rien ». Et elle dit « C'est pas possible. » Parce qu'une fille ne peut pas concevoir qu'il soit possible de ne penser à rien. Vous rigolez un peu, ce qui veut dire que ça doit être assez confirmable dans les expériences des uns et des autres. Et donc, en fait, il dit même que si la fille voulait rentrer là-dedans, elle voudrait rentrer, parce qu'en plus, elle est curieuse. Rappelez-vous quand même de l'histoire de Pandore avec la boîte magique. Eh bien, si elle rentrait dedans, elle dirait « Mais c'est trop vide ici. Là, il faut mettre quelques fleurs, quelques petits tableaux, une petite table. » Et les garçons disaient « Non, stop. Le grand rien est tout à fait nécessaire. » C'est pour ça qu'en fait, bon, pour donner ce petit exemple amusant, on explique que sur le plan biologique déjà, il est important de comprendre qu'on est en présence de deux langages différents. Et bien qu'en tant qu'être humain, nous avons les mêmes besoins, si nous partons de la pyramide de Maslow, existentiel, relationnel, n'est-ce pas, essentiel, c'est vrai, en tant qu'être humain, on a les mêmes besoins. Dans l'organisation de nos psychés, vous voyez, et de notre biologie, chacun parle un langage différent. Donc c'est important de parler le double langage. Vous voyez. Qu'est-ce qui comprend l'autre? Parce que parfois, avec la plus grande affection et amour, on peut faire des gaffes. Vous voyez. Parce qu'on projette sur l'autre ce dont chacun a besoin. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Pour ça, je vous ai dit que c'est tout un art.
Sur le point de vue psychologique, là, il y a vraiment beaucoup de choses à traiter. Après, j'expliquerai un petit peu quelques éléments de conseil dans ce domaine. Mais l'essentiel à retenir dans ce domaine-là, c'est qu'un des principaux problèmes qui vont apparaître dans la relation homme-femme, c'est le thème de la communication et des échanges, qui sont liés avec ce que je viens d'expliquer, déjà sur les fondements biologiques. Mais quand on monte d'un cran, ça va être encore pire, parce qu'il y aura des malentendus, des sous-entendus, enfin plein de choses qui vont se produire, et dans lesquelles il faut partir d'une grande capacité d'écoute, de disponibilité vis-à-vis de l'autre, pour que cette relation puisse se construire positivement. Je dirai quelques petits mots après. Mais surtout, là, j'introduis un élément qu'on va étudier aussi dans nos ateliers, l'apport pour moi extraordinaire de la pensée de Jung. Qu'est-ce que Jung va nous dire? Vous connaissez les grands psychiatres suisses, Jung. Eh bien, il va nous dire la chose suivante. Dans chaque être humain, nous avons une part consciente et une part inconsciente. Une sorte de dualité. La part consciente de nous-mêmes est celle que nous connaissons. On se regarde devant la glace, on dit voilà, je m'appelle comme ça, je suis Schtroumpfette, Schtroumpf, etc. Bon. Et on identifie un certain nombre d'éléments. Cette part de nous-mêmes est gouvernée par notre ego personnel. Notre petit moi, le célèbre petit moi dont tous les psychologues nous parlent. Et il a un certain nombre de fonctions psychologiques, bon, j'en passe. Et il est enveloppé, nous sommes enveloppés par ce qu'il appelle la persona. Et il reprend dans la notion de persona la notion du masque, ce qui résonne, le masque. C'est vrai que les Grecs faisaient beaucoup, et les Romains vont faire la même chose. Leur théâtre était toujours avec des masques, les personnages portaient des masques. Donc il va nous dire, chacun de nous porte pas seulement un, mais on a une collection de masques. Parce que ces masques, c'est comment nous interagissons vis-à-vis de notre environnement. Donc on a les masques de l'enfant vis-à-vis des parents, du parent vis-à-vis des enfants, de l'employé vis-à-vis des patrons, enfin bref, de l'homme vis-à-vis de la femme, etc., etc. Vous voyez, on a plein de masques. Et après, pas se tromper quand on va faire nos jeux des masques. Le problème, c'est que si on est dans une excessive dépendance et projection vers l'extérieur de nous-mêmes, donc notre ego et notre conscient nous gouvernent totalement, comme on ne se voit pas soi-même, pour essayer de se voir et se reconnaître, on sera toujours en train de demander à l'autre « Qui suis-je » Je ne sais pas si vous voyez. Donc on aurait besoin de se reconnaître dans le regard de l'autre. Et dans beaucoup de cas, on va essayer de faire plaisir à l'autre, parce que sinon, on risque de rester tout seul, de ne pas être aimé. Et tout ça nous rendra très malheureux. Donc plus on est dans une société ou dans un monde où cette part du conscient, la part extérieure et apparente de nous-mêmes est importante, plus nous sommes dans cette projection des apparences, les jeux des apparences. Et à ce moment-là, les relations aussi vont subir beaucoup ce type de problème. Et ça va nous donner, entre guillemets, ce que j'appellerais les couples Kleenex. C'est-à-dire, donc on change tout le temps parce qu'on est dans le jeu des apparences. Et on ne va pas chercher en profondeur ce qui sera construire la relation. Mais est-ce que nous sommes seulement cela? Non, parce que c'était simplement ça, ça serait assez malheureux. Donc il va nous dire, il y a toute une part de nous-mêmes, qu'il va appeler l'inconscient, que nous ne connaissons pas, mais qui nous conduit vers notre réalité intime et profonde. Au cœur de cet inconscient, l'inconscient n'est pas simplement l'inconscience, comme on peut l'entendre. L'inconscient, c'est ce dont nous n'avons pas conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas conscient en tant que tel. Bon, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut faire un travail à l'intérieur de soi pour commencer à affronter ce qui nous apparaît au départ comme une porte qui conduit vers un lieu sombre, étrange. Et vous savez toujours que quand on est petit, on a peur du noir. Donc nous avons peur du noir de notre inconscient. On se dit, oh là là. Donc on se projette vers l'extérieur. Surtout si on est dans un monde où un mode de civilisation, comme le monde de civilisation actuel, moderne, qui est extrêmement matérialiste, extériorisé. Dans le jeu des masques, on passe notre temps à se payer des masques.
Je ne sais pas si vous comprenez. On a une collection de masques incroyables, mais les contacts avec l'antériorité, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Ou bien on se fait tellement des pataquès qu'on passe le temps devant les psychiatres pour essayer à peu près de clarifier les choses. Pour nous, la philosophie serait plus utile et moins chère, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais l'essentiel est de comprendre que pour rentrer dans cette antériorité, il va falloir du courage, parce que la porte est gardée par un petit monstre, comme tous les mythes anciens. Quand on voulait rentrer dans les temples, dans le sacré, dans l'invisible, les portes des temples n'étaient pas accessibles comme Walt Disney, vous voyez, Disneyland, pour dire voilà, venez, venez vous amuser. Non, il y a toujours un petit dragon, un petit monstre, quelque chose qui nous fait peur et nous empêche un peu d'entrer. Alors cette part à nous est ce que Jung va appeler l'ombre. C'est la part de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir en nous. Nos propres défauts, nos difficultés, tout ce que l'ego personnel ne peut pas accepter. Je ne peux pas être moche, je ne peux pas être bête, hein, je ne peux pas être colérique. Non, ce n'est pas possible. Les problèmes que je rencontre autour de moi sont la faute des autres. Vous n'avez pas constaté, dans beaucoup de cas, la difficulté qu'on a de reconnaître les problèmes qui viennent de nous. Ou je raconte n'importe quoi. Hein? On doit constater un peu ça. Donc, rentrer dans l'acceptation de cette part plus sombre de nous-mêmes est la première partie du travail, qui est un peu un rapport avec ce que faisait Socrate avec son travail, vous savez, de la maïeutique. Amener les gens à reconnaître leur ignorance derrière leur apparente savoir. C'est pour ça que lui qui ne savait rien était le plus sage de tous les Grecs. C'est de pas poser la question, comment est-il possible cette contradiction? Il dit, je ne sais que je ne sais rien, et Delphes, n'est-ce pas, l'oracle de Delphes dit, voilà l'homme le plus sage de Grèce. Alors, il interroge tout le monde, il se dit, mais comment est-il possible? Et en interrogeant les gens, il se rend compte que comme il croit savoir ce qu'ils ne savent pas, finalement, lui, il est sage parce qu'il sait qu'il ne sait pas. C'est rigolo, cette histoire. Donc, on va dire que lui, il a affronté son ombre, il est allé un peu plus loin. Alors, supposons, ok, on commence à affronter son ombre, on intègre cette part obscure dans quelque chose de très subtil dont va nous parler Jung, dans notre inconscient, qui est ce qu'il appelle les archétypes sexuels, c'est-à-dire la contrepartie de ce que nous sommes dans le monde conscient. Donc, une femme, dans le monde du conscient, aura dans son inconscient ce qu'il va appeler une représentation, il va se faire une représentation du masculin. La représentation du masculin dans l'inconscient féminin, Jung va l'appeler animus. Ça vous dit quelque chose? Enchanté, animus. Voilà. Pour l'instant, retenez, je vais aller un peu plus loin. Et, idem pour l'homme. Il va avoir dans son inconscient une représentation du féminin, qu'il va appeler anima. Donc, peut-être ces mots anima, animus vous disent quelque chose, ils sont assez utilisés. Mais, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'au fond, chaque être humain cherche justement sa complétude. Vous voyez, c'est complété. Il cherche à compléter en lui les masculins et les féminins. Cette part inconsciente, disons complémentaire, comme il ne peut pas avoir accès, parce que c'est l'inconscient, il va la projeter à l'extérieur. Comment il va la projeter? Il va la projeter sur une personne qui va manifester à l'extérieur les qualités de son anima ou son animus. Et ça va nous donner les coups de foudre et la personne avec qui, pour laquelle on sentira une affinité profonde. Je ne sais pas si c'est clair. Donc tout d'un coup, hop, on trouve son anima et animus projetés à l'extérieur. Après, qu'est-ce que ça va donner cette relation? Bon, ça c'est toute l'art de l'alchimie. Soit ça évolue ensemble dans la même direction, soit peut-être après il y a des évolutions qui ne sont pas dans la même vitesse, sur le même sens, et bon, ça peut avoir des ruptures. Mais l'intéressant, c'est cette idée-là. Et alors, qu'est-ce qui caractérise pour Jung le féminin et le masculin? Pour Jung, le féminin est associé au principe de l'éros. Eros, c'est l'amour, donc c'est la force d'union, c'est la force du symbolique, c'est tout ce qui relie, tout ce qui unit les choses.
C'est un peu comme les souffles. Vous voyez, maintenant, il y a un air, nous respirons tous le même air, qu'on le veuille ou pas. Donc on est relié par cet air. Et j'espère qu'on ne va pas tomber malade. Mais bon, l'idée, c'est espérons que tout va se passer bien. Donc vous voyez, il passe à travers tous ces êtres. Donc dans l'homme, le principe de l'anima va symboliser cette relation avec la dimension des sentiments, des ressentis, les pôles artistiques, vous voyez, la poésie, l'art, tout ce qui va lui permettre d'exprimer ses sentiments et sa vulnérabilité. Dans les sociétés, entre guillemets, type victoriennes, ce jeu de rôle était très différencié parce qu'on était trop dans le monde de l'apparence. Donc l'homme était plutôt la raison, vous comprenez, l'homme d'affaires, le maître des maisons, etc. Bon, c'était plutôt ce qu'on va appeler le côté logos. Et l'épouse, la femme, était celle qui était dans le monde des relations, de l'affect, etc. Donc chacun déléguait à l'autre une part du boulot. Mais ce que Jung est en train de nous dire, c'est que ce n'est pas suffisant. On ne peut pas déléguer à l'autre. Il faut que chacun puisse assumer les deux. Alors, je parlais du pôle féminin Eros associé avec l'anima, et je vais parler du pôle masculin pour le féminin, qu'il va appeler l'animus, qui est associé au logos. Alors, qu'est-ce que le logos pour Jung? Le logos, c'est le principe de la pensée, de l'intelligence, de ce qui distingue, ce qui différencie, ce qui fait que le jour, tous les chats ne sont pas noirs. D'accord? Chaque chose est à sa place. Donc il y a des qualifications, des qualités, hiérarchie des choses, différenciation. Donc c'est ce côté intelligence, raison, pensée, comme vous voulez. Donc pour lui, l'homme manifeste à l'extérieur sa qualité du logos et la femme la qualité de l'éros. Mais chacun porte à l'intérieur ses compléments. Logos pour le féminin avec l'animus, Eros pour le masculin avec l'anima. Ça va? Comme ça, pas de jaloux, il y a droit à l'amour et à l'intelligence pour tout le monde. Mais d'une manière complémentaire. Vous comprenez? Alors, à partir de là, bon, il y aurait plein de choses à dire, mais la chose la plus importante, c'est que, au fond de chaque être humain, il y a cette recherche d'harmoniser ces deux polarités dans une. Vous voyez? Il n'y a pas une supérieure à l'autre, chacune joue un rôle complémentaire. Donc passer de l'opposition et du combat à la complémentarité, l'union, c'est un bon exercice. Et aujourd'hui, on n'est pas très clair là-dessus. Parce que souvent, entre guillemets, je dirais, le faux féminisme va être associé avec l'effet de la jalousie sur la nature du masculin. Et les femmes veulent être des hommes. Mais c'est bête, parce que si la femme devient homme, elle perd sa qualité féminine. Et si on perd la qualité du féminin, eh bien pour la nature, ça va être encore pire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pas très intelligent. Donc la question n'est pas jouer l'autre, mais jouer soi-même d'une façon plus subtile et plus pleine. Et mieux assumée. En plus, il va expliquer, Jung, qu'il y a 4 niveaux de l'anima et de l'animus, mais bon, je ne les développe pas maintenant parce qu'il va falloir que je m'approche lentement, pas de la fin, mais quand même. Donc vous voyez, mais c'est extraordinaire comme histoire. Parce que ça explique bien que tout le travail de réalisation de soi, c'est cette harmonisation du conscient et de l'inconscient pour arriver au cœur de nous-mêmes. Et le cœur de nous-mêmes, il l'appelle le soi, le self, disons la racine spirituelle qui est dans chaque être. Et pour lui, l'évolution de l'être humain, c'est de parvenir par un long processus à ce qu'il va appeler l'individuation. Chacun devient une unité, un être unifié en lui-même. Alors, si deux êtres font ce travail, vous voyez, ils peuvent créer un couple qu'au niveau de l'alchimie peut arriver à ce stade plus sublime dont j'ai parlé tout à l'heure, que Jung va symboliser dans les termes alchimiques. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu dans l'alchimie, des représentations. On met dans la tanor l'image du roi et de la reine. Pourquoi le roi et la reine? Parce que c'est symboliquement le stade supérieur d'évolution, le plus. Donc quand le roi et la reine s'unissent, naît un enfant divin, un enfant de lumière. Et cet enfant de lumière, c'est le soi. Donc l'idée c'est, à la fois chacun fait son travail de son côté,
et ensemble, on s'entraide. C'est ça l'exercice. Et ça résout beaucoup de problèmes et on sort des apparents conflits entre les filles et les garçons. À part ça, j'ai fait un autre livre sur les dieux intérieurs et les déesses, sur les archétypes des anciens. Et dans les dieux grecs, vous avez à la fois des archétypes féminins qui sont très féminins comme Aphrodite, et des archétypes féminins qui sont un peu plus combatifs et entre guillemets masculins comme Athéna. Et des archétypes masculins super masculins comme Arès, c'est un archétype de la masculinité, et des archétypes masculins qui sont plus féminins, masculins-féminins comme Apollon ou Dionysos. Vous voyez, il y a toutes sortes de nuances. La subtilité de la pensée antique, c'est qu'elle contemplait, elle observait les lois de la nature pour essayer de s'inspirer de ces lois. Et elle était confiante dans le fait qu'il y avait une intelligence qui coordonnait toutes les choses. Depuis quelques siècles, les petits bonhommes, entre guillemets, se disent, voilà, je suis plus intelligent que Dieu, je suis plus intelligent que la nature, ne vous inquiétez pas, on va arranger tout ça. Je ne sais pas si vous voyez, dans les derniers siècles, ça n'a pas super bien marché, hein, parce qu'on a fait un peu l'apprenti sorcier. Donc on a cru travailler avec les lois de la nature, mais on les a dénaturées énormément. Et aujourd'hui, on paye les conséquences d'un monde en décrépitude par toutes les bêtises qu'on a fait. Selon les anciens, il y a une loi qui s'appelle la loi du karma, cause et effet, donc on va payer. Entre guillemets, hein, la note est en train d'être présentée. Hein, pas seulement pour l'électricité, les gaz et tout ça, hein, qui quand même, c'est un signe évident de la question, mais de manière générale. Donc il y a un monde qui périclite. Pas besoin de faire un dessin, c'est assez évident. L'intérêt par rapport aux lois de la nature, c'est que quand vous arrivez à la fin de l'hiver, l'hiver porte des graines du futur pour préparer un nouveau printemps. Donc à chacun de choisir. Vous voulez jouer les victimes de l'hiver ou les agents du printemps. Nous, à l'Acropole, nous sommes les agents du printemps. Et on vous invite à participer à cette aventure. Et même la vision de l'homme et de la femme que nous proposons est une vision d'avenir et pas des passés. Il ne s'agit pas de revenir au passé. Il y a de nouveaux défis qui se présentent. Par rapport au niveau, justement... Bon, vous avez compris l'histoire de ce jeu d'Anima Animus. Par rapport à la dimension plus mythique, justement, c'est toujours intéressant de voir comment les différentes civilisations présentent ce jeu de la dualité du masculin-féminin. J'ai parlé un peu de l'Inde, de la Chine, d'Orient. En Égypte aussi, la vision du masculin-féminin est extrêmement intéressante au niveau des divinités. Et aussi le rôle de la femme en Égypte était quelque chose d'extraordinaire. On dirait aujourd'hui que c'était super moderne parce que les deux fonctions étaient clairement dans une complémentarité extraordinaire. Et si nous passons du côté biblique, disons, et après, disons, du côté du livre, là, nous trouvons un autre petit problème. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais simplement le signal. Puisque, quel est ce couple ancestral de l'humanité, selon la Bible? Adam et Ève, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe avec cette histoire d'Adam et Ève? Là, ça commence un peu à tourner mal, cette affaire, hein, parce que justement, ils sont dans un super paradis, cool, vous comprenez, il n'y a aucun problème. C'est formidable, jusqu'à ce qu'il y ait un arbre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un joli serpent, perfide serpent, qui va forcément tenter la plus faible de ces deux êtres, qui est la pauvre femme, Ève, dont le nom voulait dire la vie. Bon. Et donc, vous connaissez la suite. Elle croque la pomme, elle a fait manger Adam, et patatras, chassé du merveilleux paradis, et condamné au travail, à l'effort, à la souffrance. Donc nous sommes victimes du célèbre péché originel. Je dois faire un dessin? Non, c'est assez clair que même si actuellement nous sommes dans un monde hyper laïque, venant d'une civilisation judéo-chrétienne fort accentuée, notre inconscient a dû garder quelques traces de ces petits péchés. Qui sera, par rapport au pôle féminin, la rédemption se fera par la Vierge. Pour ça, Eva avait. Donc la Vierge est rédemptrice et purificatrice, puisqu'elle, par la naissance du Christ, par cet être vierge, pur, etc.,
elle ramène les rédempteurs de l'humanité. Celui qui sauve l'humanité, c'est péché. Mais nous avons là, en fait, une problématique qui est celle de créer déjà un déséquilibre entre les pôles masculin et féminin. Et ça va créer quelques problèmes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque ça va amener depuis le fait du mépris total de la nature, qui va être associé avec tous les pôles féminins, avec une religion qui sera extrêmement transcendante, et aussi donc la place de la femme dans la société, qui sera quelque part dégradée et qui posera des problèmes. Donc si après, au bout de quelques siècles, cette même roue du destin tourne et amène des réactions un peu excessives, on peut comprendre. Même si ce n'est pas peut-être la solution la plus intelligente, c'est associé avec le fait d'une révision, disons, de cette vision des choses. Même si au niveau ésotérique, dans la Kabbale, la notion d'Adam-Kadmon est tout à fait différente. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la vision ésotérique des choses. Donc voilà, ça c'est assez intéressant pour voir un peu comment ce thème est traité. Alors par rapport à l'idée des conseils pour construire une relation plus durable, déjà il faut savoir, quand une relation se met en place, qu'elle peut être vécue à 3 niveaux. Il y a la relation émotionnelle, instinctive, dans laquelle, en fait, on est un peu dans la phase adolescente. Il y a l'attrait du mâle femelle. Donc, c'est un peu la sexualité qui commence. Et Jung va parler un peu de ces premiers stades, disons, de la sexualité. Ensuite, on va dire qu'on peut arriver, quand on arrive, disons, un peu aux adultes qui commencent à établir une relation plus élaborée, une relation que nous appelons de type personnel. Donc, chacun va voir un peu la qualité de l'autre. Et on va s'intéresser à ce que chacun apporte à l'autre. Mais parfois dans une notion un peu égoïste. Qu'est-ce qu'il va m'apporter à moi? Pas forcément qu'est-ce que je vais apporter à l'autre. Et pour aller un peu plus loin dans le niveau des relations, pour prendre une réelle conscience de l'altérité, il faut arriver à ce que nous appelons les relations de type philosophique. Quand nous arrivons à une relation philosophique, eh bien là, effectivement, c'est un peu la jolie phrase de Saint-Exupéry, que l'amour, c'est des êtres qui regardent dans la même direction. Vous vous rappelez dans Les Petits Princes, hein, cette belle image. Donc, 2 êtres qui regardent dans la même direction, bon, ça veut dire qu'il y a une progression, que chacun avance à son pas, et qu'on va développer un sens de l'entraide et de l'écoute. Et on va s'intéresser pas seulement à ce qui me convient à moi, mais à ce qui est bon pour l'autre. Et là, on commence à développer un amour, je dirais, plus altruiste, plus généreux, plus ouvert. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. On peut témoigner. Alors, il y aura des difficultés à surmonter, de différents ordres au niveau des sentiments, de la communication, disons de l'intimité, de la sexualité, des projets communs. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire. Les choses ne sont pas spontanées. C'est pour ça que dans tous les cas, on doit partir un petit peu de ce qui est la base de ce que nous enseignons dans les cours de philosophie pratique d'Orient et d'Occident, une meilleure connaissance de l'être humain. De quoi sommes-nous composés en tant qu'être humain? Si on reprend les enseignements des anciens, on a un corps physique avec tous ses besoins biologiques, on a une dimension affective, psychologique dans le monde du désir et des pulsions, et on a une dimension mentale qui d'abord va être orientée comme l'ego personnel dont on a parlé, dans ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me convient à moi, mais aussi, et là c'est important aussi, on a une petite étincelle supérieure qui va être un petit peu ce qui nous met en contact avec une dimension de transcendance et le sens de l'altérité, de l'altruisme. Et on se rend compte que depuis les temps les plus anciens, l'être humain a développé le sens de la coopération et pas seulement de la compétition. Actuellement, on sait que même dans la préhistoire la plus archaïque, il n'était pas simplement question de tuer les gens. On a trouvé des gens, disons, dans comment dirais-je, les restes humains qu'on a trouvés, des gens malades, qui ont survécu assez longtemps, parce que d'autres leur donnaient à manger, les aidaient, etc. Donc c'était des coopérations. Donc il y a dans l'être humain ce sens du service, de s'intéresser à l'autre, qui est un tout petit peu la dimension spirituelle et transcendante qu'il porte.
Donc, bon, si on apprend à développer ça, petit à petit, comme je disais, cet amour deviendra un talent que l'on cultive et pas simplement une émotion. Donc tous les plans sont là. Il faut identifier les plans mâle-femelle, homme-femme, et après je dirais dame et chevalier, qui est les plans, disons, un peu plus élevés. L'amour courtois, vous avez entendu parler, n'est-ce pas, de tout ça. C'est plus à la mode, mais pourquoi pas. Je sais qu'aujourd'hui, les filles diraient que si on leur ouvre la porte, c'est parce qu'on les considère des faibles femmes, qu'il n'est pas question. Mais pourquoi pas. Bien. Par rapport à ce travail un petit peu sur quelques règles d'or, de ce qui peut aider à une bonne relation, je pense qu'une des premières choses sur lesquelles il faut travailler, c'est l'intelligence émotionnelle. Et aussi comprendre qu'en termes d'une relation, comme l'expliquent beaucoup de spécialistes de la question, c'est important qu'il n'y ait pas une relation de dépendance excessive, disons, de l'un par rapport à l'autre dans un couple. Il faut qu'à peu près, ça prenne autour de 10%, disons, de dépendance. Tout le reste, il faut que chacun devienne autonome. Parce que si on ne laisse pas respirer l'autre, et on est, comment dirais-je, soit dans une relation de soumission, domination excessive, ça ne va pas. On ne va pas arriver à l'alchimie, on va rester dans les plombs. D'accord? Je ne vous les conseille pas. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'intelligence émotionnelle. Bon, en France, ça ne se connaît pas trop. Aux États-Unis, c'est très développé. On explique que simplement, on n'a pas seulement une intelligence cognitive, un QI, vous comprenez, voilà, tant de points pour voir si on est les super génies de l'école, mais on a intérêt à développer l'intelligence émotionnelle qui est l'intelligence relationnelle. Comment je me situe dans la relation à l'autre. Et alors là, il y a 5 éléments qui vont nous aider à ce travail, disons, aussi de l'alchimie du couple. Un, c'est la générosité. Bon, la générosité est associée à ce que je vous expliquais. L'altruisme, penser à l'autre, l'écoute. La capacité d'écoute est fondamentale. Et cette écoute intégrant ce que j'expliquais tout à l'heure. Le fait qu'on ne parle pas forcément le même langage. Donc il faut être très subtil pour décoder le langage de l'autre. On étudie l'anglais, l'espagnol, le français, enfin chaque pays a ses langues, alors les masculins et féminins, à chacun ses langues. La bonne humeur, ça c'est important. Vous direz, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert pas mal. Parce que quand on a le sens de la bonne humeur, on est capable de relativiser les choses. Vous voyez, on a dit qu'on se décale un peu. Quand on n'a pas de bonne humeur, immédiatement, ce plan émotionnel à nous, se sentant contrarié, commence à dramatiser les choses, ça devient grave, gravissime, on s'insulte, on se tape dessus, on se plante des couteaux, et à la fin, vous comprenez, il faut aller à la police, c'est pas intéressant. Donc peut-être qu'il y a des manières plus subtiles de pouvoir régler les problèmes. Mais ça demande une certaine habileté, une certaine légèreté. Après, on explique que c'est important le jeu, apprendre à jouer. Eh oui, on est devenu des gens tellement sérieux. Bon, je ne parle pas du jeu d'hasard, comprenez-moi bien, ce n'est pas les paris que vous faites pour faire gagner, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'entreprise de tous ceux qui parient et qui sont en train de devenir addicts à tout ça, parce que pour les addictions, on est des grands experts. Là, je parle, disons, de ce qui est un petit peu l'aspect ludique de l'existence. Ce qui va nous permettre un peu de reposer notre mental trop rationnel et trop lourd, vous voyez, qui se fait des tas de problèmes pour les choses. Donc, jouer. Revenir un peu à l'enfance, être un peu subtil. Et en même temps, on va expliquer, comme un détail supplémentaire, apprendre à créer des petits rituels dans un couple. Des moments un petit peu magiques, des gestes qui permettent, disons, une meilleure entente, ainsi comme le fait de créer un espace intime pour chacun. C'est important que chacun puisse avoir cette boîte du rien. Alors peut-être pour les garçons, ça sera la boîte du rien, et pour la fille, ça sera, je ne sais pas, comment dirais-je, sa palette de peinture. Il y aura plein de choses très jolies qu'elle va dessiner. Ça n'a pas d'importance, mais cet espace de chacun est important, d'intimité.
Et un point important, même dans l'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à gérer les conflits. D'accord, je n'ai fait qu'énumérer les choses, parce qu'on est que dans la conférence. Gérer les conflits, c'est important. Bon, tous les spécialistes de communication vont vous expliquer conflit ouvert, conflit non assumé, etc. Et il faut arriver à un conflit dans lequel on accepte qu'il y a un problème, on en parle et on essaie de trouver une solution valable pour les deux parties. Parce que dans tout problème, chacun a sa part de responsabilité. L'erreur, c'est s'imaginer que c'est toute la faute de l'un ou toute la faute de l'autre. Il faut toujours penser au yin et au yang. Dans les côtés yin, il y a toujours un petit point de yang. Dans les côtés yang, il y a toujours une partie de yin. Donc, en fait, dans tout problème, il faut chercher la part de l'un et de l'autre. S'il y a justement la force de l'amour, c'est tout à fait possible de trouver des solutions. Quand on ne trouve plus de solutions, c'est que peut-être cet amour s'est un peu dissous. Il est passé en dernier plan. Il y a un autre point pour nous très important, c'est justement le thème de la courtoisie. Alors ça, je l'ai repris dans mon petit livre, et on parlera dans nos ateliers. Mais je voulais juste vous lire un petit truc sympa, parce que j'étais très content quand j'ai trouvé quelqu'un qui expliquait ceci. Alors attendez, il faut que je trouve. Soyons patients. Bon, je parle aussi dans les livres des exemples de couples, parce qu'il y a 5 types de couples, mais ça, je ne vais pas l'expliquer maintenant. Attendez, il faut que je me trouve l'histoire de la courtoisie. Enfin, espérons que je vais la trouver. Enfin, je voulais vous lire un petit passage. Une forme d'amour que nous devrions redécouvrir de nos jours, l'amour courtois. Vous voyez, ce n'est pas que moi qui parle de l'amour courtois, il y en a d'autres. Pour le différencier de toutes les autres façons plus ou moins névrotiques d'envisager l'amour, il est à l'opposé de l'amour basse-courtois, la basse-cour. Parce que le mot courtois venait de la cour, n'est-ce pas? Pratiqué dans la basse-cour humaine. Lorsque nous regardons autour de nous, les usages amoureux, généralement en vigueur, relèvent davantage de cette catégorie, avec des pratiques frustres, vulgaires, vénales, agressives et perverses, donc des pratiques plébéiennes, qu'à des usages de la cour, tels que l'entre-gens, le respect, l'attention, la courtoisie et l'admiration. L'amour courtois adapté à nos jours, pour ne pas le réduire à l'image d'Épinal de la dame à sa fenêtre, attendant le retour du preux chevalier, est un sentiment fondant dans un seul creuset les formes d'amour et aux qualités précitées, il faut ajouter l'intelligence du cœur et une certaine ambition humaine. Pour accéder à cette forme d'amour qui est tout à fait réalisable, il faut respecter 3 impératifs de base, éprouver le désir d'évoluer, souhaiter acquérir une certaine maîtrise de notre vie, accepter de vivre une vie professionnelle, sociale et sentimentale active. Les socles sur lesquels repose ce triptyque est la capacité d'éducation. Cela implique d'avoir la capacité d'une certaine ouverture d'esprit et de cœur, d'une perméabilité aux enseignements qui naissent de nos rencontres, de la vie avec l'autre, pour pouvoir éduquer, faire émerger à chaque instant, par ce travail de maîtrise de nos pulsions, le meilleur de nous-mêmes. Pas mal. Il faut passer de la basse cour à la haute cour. Et en plus, c'est plus beau. Donc, si vous aimez l'élégance, c'est mieux. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire. Disons simplement, pour conclure, 3 petits messages, 3 idées clés. Ensuite, on va échanger vos questions. Premièrement, comme on l'a dit, il s'agit d'unir les logos et les ros. Bon, les masculins et les féminins, chacun. Et ça, c'est l'école de l'altérité. D'apprendre à découvrir l'autre, en soi et dans les relations avec l'autre. Deuxièmement, développer autonomie et responsabilité, donc une identité, une individuation. Donc il y a un travail d'éducation pour travailler chacun à l'intérieur de nous-mêmes, cette capacité de passer de l'impulsion instinctive à, disons, la beauté des gestes et l'amour dans le sens le plus subtil et le plus haut. Et troisièmement, unir au lieu de diviser. Donc c'est le roi et la reine qui enfantent l'enfant divin ou le soi. Et donc penser et chercher le meilleur pour l'autre. Et je pense que comme ça, peut-être que cette alchimie du couple arrivera à se réaliser. Et ce n'est pas si impossible que ça.
Et à part ça, je crois que c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on peut l'appliquer à la fois sur les couples, mais on peut l'appliquer sur toutes les relations que nous avons avec les autres. Parce que les couples étant dans une relation d'intimité, c'est un espace très spécial qui nous entraîne à notre capacité de rentrer en relation. Donc voilà, je ne peux que vous souhaiter de bien avancer et retrouver votre or intérieur pour partager votre lumière avec les autres. Merci de votre attention et j'écoute les questions. Merci. Alors, Caro, tu peux demander si quelqu'un... Alors, tout le monde a une petite fiche comme ça, très jolie, où nous avons mis cette merveilleuse sculpture de Canova avec... Qui sont ces deux beaux personnages? Vous savez qui sont? Psyché et Cupidon, n'est-ce pas? Et cette statue, vous pouvez la contempler au Louvre. Donc, c'est pas trop loin. Donc, je vous conseille, dans des moments, comment dirais-je, d'angoisse, d'aller saluer Psyché et Cupidon. Donc là, vous avez effectivement la suite de notre petit... Alors, j'ai quand même... dois avouer la chose suivante, c'est que nos ateliers ont lieu les jeudis, un jeudi par mois, de 16h à 18h15. Horaire fort désagréable pour certains. Mais bon, si vous pouvez, vous essayerez de venir. Et après, de toute manière, si tout va bien, on va le mettre en YouTube parce que nous avons nos petites conférences. Et pour vous consoler, sinon il y a mon livre, évidemment, qui est la base de tous ces ateliers. Donc, vous verrez les dates. Si ça vous intéresse, on peut venir à chacun, on n'est pas obligé d'assister à tous, hein. Chacun est une unité, mais qui travaille sur les triptyques, dimension biologique, dimension psychologique et relationnelle, dimension symbolique et philosophique. Mais surtout, maintenant, je suis intéressé pour vous écouter et voir s'il y a quelques questions à l'horizon. Je vais sortir mon oreille, vous écouter. Vous avez donné un exemple, une boîte vide pour l'homme ou une boîte remplie de peinture. Je n'ai pas tout à fait compris cette idée. Ah oui. Si vous pouvez développer. Oui, en fait, j'expliquais un petit peu au départ, dans le fait qu'effectivement, dans les modes de fonctionnement biologique et psychologique de l'homme, il est dans une logique dans la région du stress, où il passe de l'action au repos. Donc quand il a fini de se vider complètement, disons, de sa testostérone et de sa force d'action et de combat, il faut qu'il se repose pour recharger les batteries. Donc quand il est dans cet état, le mieux pour lui, c'est le silence absolu, le vide absolu, la boîte du rien. Donc c'est pour ça qu'on dit que dans le cerveau masculin, vous avez plein de petites boîtes qui ne doivent pas se toucher les unes aux autres. Il y a une qui est complètement vide. Et quand la fille s'approche du garçon qui est dans cet état de vide, ouais, il bouge la télé comme ça, d'un truc à l'autre, on a l'impression qu'il ne sait pas où il est. Pour la femme, c'est impensable quand elle lui pose la question « À quoi tu penses ?» que les garçons disent « À rien ». Parce que la tête féminine est beaucoup plus, tout est relié, etc. Donc elle carbure, elle est toujours en train de penser à des tas de choses, etc. Donc c'est pour ça qu'elle est plus dans les pleins que dans les vides. Alors j'expliquais que par rapport à ça, l'exemple que je donnais, c'était que si pour les garçons c'est la boîte vide, pour la fille, ça peut être faire quelque chose de beau, de manuel, d'artistique, qui lui permet de s'épanouir, disons, par rapport à son goût en général, de la beauté et de la création pratique. En tout cas, qui permet de décharger le mental. C'est pour ça que la déesse Athéna, qui dans l'Antiquité grecque symbolisait l'intelligence pratique de la féminité, était en même temps la déesse de la sagesse, la gardienne de la cité, et elle présidait les métiers manuels en Grèce. Et aujourd'hui, on a compris que notre cerveau est relié à la main. Donc quand vous êtes hyper stressé, il faut faire des choses manuelles. Et c'est pour ça qu'on est revenu à tricoter, à faire des tas de trucs, parce que ce qui se fait avec les mains va permettre la reconnexion dans le cerveau. C'est amusant cette affaire, hein? Voilà, c'était simplement ça. Merci à vous. Je ne me trompe pas, à un moment donné, dans le banquet, je crois, Platon, on dit que l'amour est un démon. Oui, daimon. Oui, daimon. Et donc, mi-dieu, Exact. Donc, à la recherche de la perfection, quoi, quelque part. Alors, comment tout ça se relie au couple, finalement, cette recherche qui est plutôt la recherche de la sagesse, qui est l'amour qui cherche la sagesse,
à comprendre qu'il recherche aussi l'unité, vous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr. Mais cette recherche d'un être imparfait qui cherche justement la perfection qu'il n'a pas, comment ça se relie à ce que vous nous avez présenté ce soir? Exact. Bon, effectivement, ce qui est intéressant, vous vous souvenez, c'est que Socrate explique qu'il a son propre daimon, son propre génie, qui les conseille surtout sur ce qu'il ne doit pas faire, plus que sur ce qu'il doit faire. Donc la notion de daimon, pour les Grecs, était un petit peu une sorte de génie ou d'esprit intérieur, qui dans les cas de l'homme va être un peu cette racine spirituelle, ce qui va les connecter avec le soi ou l'intériorité. Dans toute l'idée, justement, être dans un type de relation, alors on dit justement que la juste relation qui permet que dans les couples, il y ait une sorte de rétroalimentation mutuelle, ils disent que à distance, on doit pouvoir être dans la proximité, dans l'intimité, on est ému, et dans la distance, on est étonné, et toujours émerveillé. Donc il faut pouvoir travailler sur ces deux polarités, en quelque sorte. Donc, s'il y a cette capacité de, à la fois faire son propre travail intérieur pour progresser, mais aussi être attentif à cet autre qui justement nous permet en même temps de nous connecter à notre propre intériorité, anima animus, eh bien, on va pouvoir grandir chacun et se nourrir mutuellement. C'est pour ça qu'il y a une complétude qui peut se faire, une complémentarité qui est très enrichissante. Parce que l'amour est en fait la circulation de l'énergie de la vie. C'est pour ça que, par exemple, dans le monde égyptien, ça se voyait très bien. Le rôle de l'épouse était toujours celle qui apporte les cas, qui apporte l'énergie, qui apporte la clarté. Donc c'est dans ce sens-là qu'en quelque sorte, Jung va parler de l'aspect éros. La femme est naturellement dans la circulation de la vie. Et l'homme est plutôt celui qui va cadrer, structurer, etc. Donc, de cette complémentarité, chacun s'enrichit, disons, de l'énergie de l'autre, tout en accomplissant son propre travail. C'est pour ça qu'il y a une notion de respect mutuel, d'accord? Et en même temps, un ressourcement qui naît si la relation est harmonieuse. Voilà. Donc c'est ça le jeu. Personne ne peut évoluer à la place d'un autre. Mais nous pouvons avoir un entourage toxique ou un entourage qui nous aide à nous épanouir. Une plante que vous mettez dans un bel espace, avec de la belle lumière, vous comprenez un air plus ou moins pur, vous lui donnez l'eau, vous la nourrissez correctement, elle va s'épanouir beaucoup mieux que si vous la mettez dans un truc pollué et mauvais. Donc la relation, comme de toute manière nous sommes des êtres de relation, ça va être important de savoir comment nous établissons cette relation. Et apprendre à réussir l'épreuve de la relation d'intimité, de proximité, est pour moi un des grands exercices pour réussir la relation à tous les niveaux. Parce qu'inévitablement, nous sommes des êtres de relation. On n'est pas seul dans notre caverne. Je ne sais pas si c'est clair. Enfin, je crois qu'on le constate. Voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Pas tout à fait. En partie. En partie. D'accord. Et puis les daimons, il faut aller les connecter, chacun. Allô, daimon, tu es là? Bon, encore d'autres petites questions? Oui. Déjà, merci pour votre présentation. Alors moi, je me demandais, parce que vous avez dit qu'on a besoin de se reconnaître dans le regard de l'autre, mais alors du coup, ça présuppose qu'il faut déjà se connaître. Et alors, est-ce que ça voudrait dire qu'une des conditions pour justement trouver sa moitié, c'est de se connaître avant? Donc, est-ce qu'il y a une évolution ou alors c'est possible ensemble? Oui, disons que l'idéal, effectivement, l'idéal, c'est de pouvoir faire déjà tout un travail, d'être stabilisé dans son propre centre. Donc, effectivement, déjà, avoir un peu de connaissance de soi pour que la relation s'établisse de manière, disons, plus mûre et plus complète. C'est pour ça que Jung va expliquer dans les différents niveaux des relations, parce qu'il va expliquer 4 paliers du développement de l'anima et animus dans la relation. Le premier degré qu'il associe un tout petit peu à l'adolescence, dans la découverte un peu de la sexualité, la sensualité, c'est plutôt la beauté des corps qui provoque cette idée de l'attraction. Ensuite, on rentre dans la vie active, donc c'est le jeune adulte, c'est le combat pour la vie, etc. C'est un peu la face Mars-Athéna. Donc là, ces êtres qui vont se relier aussi.
dans ce combat pour la vie et sont déjà un peu plus clairs sur ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Ensuite, on arrive à la maturité. Alors, dans la maturité, c'est la phase de la responsabilité, c'est-à-dire de la connaissance, de la maîtrise, en fait, du verbe et de la connaissance. Et là, il va mettre les côtés de la figure de Déméter, l'amour maternel, mais dans le sens de l'éducation, et les pôles masculins associés à l'aspect Jupiter, l'autorité, les verbes, n'est-ce pas, le côté un peu orateur et professeur. Et le quatrième stade, qui est associé un petit peu à la phase de la vieillesse, c'est celui dans lequel on arrive à la quête de la signification, l'essence des choses. C'est pour ça qu'une chose très intéressante qu'explique Jung, c'est que tous les âges de la vie sont importants. Et que si la nature nous fait vivre plus de 80 ans ou quelques, et même aujourd'hui on s'approche, grâce à tous les soins médicaux des centenaires et autres, toute cette phase, entre guillemets, un petit peu plus mûre, a sa fonction vis-à-vis de la collectivité, de la société. Et dans cette fonction, il y a cette idée justement de dégager l'essence subtile des choses. Donc la signification, la quête de signification. D'abord, on est plus dans l'action, dans les combats, donc effectivement là, la relation va se faire un petit peu à la fois dans la friction et dans l'entraide, mais au fur et à mesure, il faut qu'elle se fasse dans des degrés, disons, plus subtils. Donc si dans les couples, les deux mûrissent dans le même sens, ce mûrissement va permettre donc un enrichissement. Donc on arrive à cette célèbre couple qui va durer, qui va être dans une relation enrichissante mutuellement. Et à la fin, c'est ce sens de la quête de signification qui me paraît important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons quelques vénérables anciens qui sont capables de nous émouvoir, parce qu'en fait, ils arrivent à des synthèses qui sont d'une extrême simplicité, mais fondées sur les vécus, et pas sur l'intellect. Dans la jeunesse, on a l'impression de savoir sans savoir. Je raconte une petite anecdote. Fernand Schwartz et moi-même, nous avons fondé l'Acropole en France, et on a connu l'Acropole, lui, à 15 ans et moi, 17 ans, à Buenos Aires. Donc c'est pour ça qu'on a un petit accent. Et on a été formé par les fondateurs de Nouvelle Acropole. Quand j'expliquais qu'il fallait aller un petit peu au-delà de la psychologie et aller vers la philosophie, j'ai prêché un tout petit peu pour la formation que nous proposons, pratique, dont l'essentiel se passe dans des cycles de cours qui en fait sont théoriques et pratiques. Parce qu'en fait, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'on a à notre portée énormément de connaissances, trop. Vous voyez, c'est le célèbre Google qui nous déverse tout ce que vous voulez savoir, vous pouvez le savoir. Enfin, en théorie, d'accord, en théorie, si vous êtes intéressé. Mais on ne sait pas quoi faire avec ça. Il y en a trop. C'est pour ça que notre mouvement philosophique se base déjà sur le fait de revenir aux racines. On revient à l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils disaient les anciens? Pour nous, les anciens sont un peu l'expression de la sagesse, puisqu'au commencement, dans les grandes civilisations, bon, la Grèce par exemple, la philo était quelque chose de global qui comprenait l'ensemble des connaissances. Les sciences, les autres disciplines étaient moins développées. Aujourd'hui, chaque discipline est développée tellement, et la philo est devenue quelque chose de tellement intellectuel, disons que vraiment, la plupart des gens sont un peu écœurés, en train de se dire, mais comment ça se mange, ça, d'accord? Bon. Donc, l'idée, c'est revenir à l'essentiel, revenir aux racines, et amener les gens, justement, à se poser des questions sur, justement, qu'est-ce que l'être humain? Comment on fonctionne? D'accord? Plan physique, affectif, mental, etc. Parce qu'une vision philosophique de l'être humain va nous amener à après faire tout un travail de réflexion sur nous-mêmes en observant comment nous fonctionnons. C'est pour ça que l'essentiel sont nos ateliers de philo qui se passent le soir, donc c'est plus simple. Et on commence par un cycle de 4 mois pour voir si ça vous intéresse, etc. Et là, l'idée, c'est effectivement, on passe quelques enseignements et on prend le temps de commencer à les assimiler et les échanger, vous voyez, les intégrer. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'intégrer des choses en nous. C'est comme le fait, vous savez, que les étudiants dans les facs et autres, quand on travaille avec les ordis, écrire avec l'ordi, intègrent beaucoup moins la connaissance que si on le fait à la main. Parce qu'à la main, vous avez de nouveau la connexion cerveau-main. Par contre, les écrans, ils créent une distance artificielle et c'est beaucoup moins bon.
être bombardé des tas d'images, comme c'est le cas actuellement, paradoxalement, réduit notre capacité d'imagination. Parce qu'on ne peut pas se représenter tellement les choses. Dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux la lecture, parce que vous lisez un roman, une histoire, qui fabrique les images. C'est chacun qui les fabrique. Par contre, si je suis devant la télé, on me raconte des tas de trucs, c'est déjà tout visible. On m'imprègne des images, mais ce n'est pas moi qui les crée. Donc il y a une passivité qui devient mauvaise, entre guillemets, pour notre propre développement cognitif, imagination. Bon, ça c'est déjà... Donc on travaille énormément en revenant à des choses simples. Et en revenant à l'idée, effectivement, que le propre de l'être humain, c'est d'avoir ce sens de l'autre, du partage, et pour ça on fait du volontariat, plein d'actions, pour comprendre ce qu'est la relation, comme je vous expliquais. Parce que paradoxalement, on est massivement reliés aux autres, mais au niveau des liens et des relations, il y a beaucoup de bides. Je ne sais pas si c'est clair. On est très isolés. Et ce n'est pas votre petit smartphone qui va arranger les choses, ni tous les likes que vous allez faire, mais parce que tous ces millions d'amis que vous n'avez jamais vus, je ne sais pas si c'est les mieux. Bon, enfin, ça c'est pour l'histoire philo. Alors, pour nos petits ateliers, l'idée c'est justement développer le sujet, échanger. Donc, on a 2 heures, donc on a le temps d'aborder le sujet, échanger avec les gens et voir un peu les questions qui se posent. Donc, j'ai commencé avec la dimension biologique. Les prochaines que je vais faire le 8 décembre va traiter sur écouter les besoins de l'autre. Je vais travailler sur je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Donc, on va partir de ces célèbres 7 besoins de l'être humain commun, et ensuite on va voir les besoins, où se trouvent les besoins différents de l'un à l'autre. C'est la deuxième partie. Donc, évidemment, je présente les sujets et on échange. Donc, il y a un côté échange, dialogue. Après, on va travailler sur construire un couple durable en janvier. Donc, c'est un petit peu tous les exemples associés avec l'aspect de la communication, qui est un point important. Et dimension psychologique et relationnelle, les clés pour la réconciliation du couple. Là aussi, je vais expliquer un certain nombre de choses. En mars, on va traiter sur les différents types de couples, parce qu'en fait, maintenant, avec la sociologie et tout ça, on a étudié toutes les modalités possibles, les couples passifs, les couples actifs, les couples fusionnels, enfin, toutes sortes d'exemples. Et je donnerai quelques exemples que j'ai mis dans les livres. Par exemple, il y a un exemple que j'aime bien au niveau des couples un peu fusionnels ou total, c'est le cas de Dali et Gala. Vous connaissez Dali? Ça vous dit quelque chose, Dali, non? C'était un super peintre, surréaliste. Ça vous dit quelque chose, Dali, hein? Non, je m'excuse parce que... Alors, donc, et son épouse s'appelle Gala. Ça vous dit quelque chose? Puisque vous la verrez dans les tableaux. Beaucoup de tableaux de Dali, cette femme extraordinaire, puissante. Alors, lui, ils se rencontrent et elle était l'épouse d'un autre artiste, je ne sais pas si c'est Paul Éluard, tout ça. Donc, en tout cas, dès qu'ils se rencontrent, il y a une relation fusionnelle. Elle était plus âgée que lui. Elle lui dit « Mon petit, nous n'allons plus nous quitter ». Et Dali dira d'elle « Elle est mon sang, mon oxygène, l'ange de l'équilibre. Elle me guérit grâce à la puissance indomptable et insondable de son amour. » Je ne sais pas si vous vous rappelez le style Dali qui était très espagnol, n'est-ce pas, très noble et tout ça. Et en tout cas, il y a même Nougaro qui a fait une chanson qui dit « Dali ne serait pas Dali s'il n'avait pas connu Gala ». Vous connaissez peut-être cette chanson? Nougaro fait une chanson sur Dali et Gala. Bon, donc je citerai quelques exemples pour animer un petit peu. Après, on va étudier la dimension symbolique et philosophique. Là, je vais parler sur le miroir des psychés et le mystère de l'animal et l'animus. On va développer le sujet qui est vraiment l'apport extraordinaire de Jung, parce que je pense qu'il permet de réconcilier le fait que chacun cherche à travailler sur son masculin et féminin, et qu'il faut savoir comment faire avec tout ça. La naissance de l'homme et la femme dans les mythes anciens, donc là on va faire le tour d'Orient-Occident avec plus de détails, et la dernière session sera conclusion, synthèse, échange, et voilà, on reprendra un petit peu tous les sujets. Donc voilà, en fait je parcours les différents volets sous la manière de présentation du sujet et échange. C'est assez simple. Je ne ferai pas un exercice de former des couples, non. Ça je vous le laisse faire tranquillement, ça sera vos TP personnels. D'accord ? Voilà, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Et bon, c'est le jeudi après-midi.
C'est comme ça, la vie est parfois difficile. Mais après, comme je vous ai dit, gentiment, je vous dis la vérité, c'est si tout va bien, apprendre les mails YouTube. Parce que nous avons une petite chaîne YouTube Nouvelle Agropole, où vous pouvez voir déjà les cycles que j'ai fait l'année dernière sur Jung et la pensée symbolique, toutes les conférences de Fernand. Enfin, on a un certain nombre de choses. C'est moins vivant que quand on est en présentiel, mais bon, ça donne quand même quelques éléments. Voilà, c'est bon. Bon, sinon, une pub que tu n'as pas fait, à part de mon livre qui est absolument extraordinaire et que tout le monde doit lire, c'est quand même que nous éditons. Une fois par an, enfin, on a une revue électronique qui s'appelle Agropolis. Donc, si ça vous intéresse, vous abonnez gratuitement, vous pouvez la recevoir. Mais une fois par an, nous faisons un travail avec notre petite équipe. Sachez que tous les gens qui participent de l'association sont bénévoles. Hein. On fait tout ça pour l'amour de l'art, ou dans notre cas, de la philosophie. Et donc, cette année, on vient de faire un hors-série qui va traiter sur la culture. Quelle culture pour demain? Et on explique toutes les bases, la problématique, un peu les manques de la culture actuelle et ce qui serait une vision philosophique de la culture. Donc, il vient de sortir, pas cher du tout, à disposition. Donc, si ça vous intéresse, il est à disposition. C'est notre dernière création culturelle. D'autres questions? C'est bon? Vous allez méditer beaucoup cette nuit. J'espère que vous ferez des rêves d'anima, animus et tout ce que vous pourrez. Et que tout ça vous aidera un tout petit peu à trouver votre âme sœur. Et faire quelque chose de bien. Avec les daimons qui se rencontrent quelque part, dans l'invisible.